Mesdames et messieurs, il s'est tenu ce lundi 3 février 2014 au Palais du Peuple, la première réunion du Conseil des ministres de l'année 2014, sous la haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour de ce Conseil des ministres a porté sur l'examen de 6 affaires, plus précisément de 4 projets de loi émanant respectivement du ministère du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et du ministère des Petites, Moyennes entreprises et de l'artisanat. 2 projets de décret, initiés respectivement par le ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, et par le ministère du Commerce et des approvisionnements. Enfin, 3 communications proposées respectivement par le ministère de l'Aménagement du territoire et de la Délégation générale des grands travaux, par le ministère des Sports et de l'Éducation physique et par le ministère de la Justice et des Droits humains. Après quelques observations préliminaires, le président de la République a donné la parole, en premier lieu, au ministre d'État, ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, M. Isidore Mbouba, qui a présenté l'économie du projet de loi portant organisation de l'activité industrielle. On se souvient tous que le défi de l'industrialisation du Congo est porté par le chemin d'avenir, programme de gouvernement du président de la République, et affermi aujourd'hui par le plan national de développement. L'idée centrale étant de faire de l'économie congolaise une économie structurée, une économie diversifiée et une économie davantage compétitive. C'est bien à cette nécessité que répond le projet de loi portant organisation de l'activité industrielle. Ce secteur que l'on souhaite dynamiser pour nourrir la croissance économique nationale avait besoin d'une législation appropriée à son plein épanouissement. Prise en conformité avec l'article 111 de la Constitution, ce projet de loi propose de résorber les nombreux dysfonctionnements observés dans l'exercice et le développement de l'activité industrielle, le suivi et le contrôle de celle-ci. Il consacre les mesures d'hygiène et de sécurité industrielle. Il prévoit des mesures d'incitation au développement industriel. Il institue un agrément du produit industriel et il définit le régime des sanctions et pénalités encourues. Avec une préoccupation constante, alléger les procédures administratives en ce domaine. Le projet de loi portant organisation de l'activité industrielle a été approuvé par le Conseil des ministres. La parole est ensuite revenue au général Florent Thiba, ministre d'État, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, qui a sollicité l'attention du Conseil des ministres sur 2 projets de loi. Un projet de loi portant sur la création de la Caisse de la famille et de l'enfance en difficulté. Un autre projet de loi instituant le régime d'assurance maladie universelle. La refondation du système de sécurité sociale a permis la mise en place de nouveaux régimes de sécurité sociale et leurs organismes de gestion.
Au terme de l'article 51 de la loi du 4 juillet 2012 portant institution du régime de la famille et de l'enfance en difficulté, la gestion du dit régime doit ressortir d'un organisme de sécurité sociale de droit public, d'où la raison d'être de ce projet de loi portant création de la Caisse de la famille et de l'enfance en difficulté. Il convient ici de faire remarquer que durant plusieurs décennies, seule une partie de la population a pu prétendre à la jouissance des prestations de la branche famille au Congo. En l'occurrence, les salariés relevant du Code du travail et les agents de l'État. Apportant une solution à cette carence, la Caisse de la famille et de l'enfance en difficulté va intégrer dans son champ d'action la grande majorité, si ce n'est l'ensemble de la population, à travers 3 branches. La branche de la maternité, la branche des prestations familiales, la branche de l'insertion sociale. Avec la Caisse de la famille et de l'enfance en difficulté, les familles sans ressources ou ayant des revenus faibles et qui ont la charge d'un ou plusieurs enfants pourront, grâce à la solidarité nationale, bénéficier, par exemple, de l'allocation de soutien familial, de l'allocation de rentrée scolaire et de l'allocation familiale. Une autre avancée sociale portée par la création de cette caisse est la mise en place d'une branche d'insertion sociale destinée à prendre en charge des mineurs sans attache familiale. Cette branche va contribuer à renforcer la réponse nationale à l'enfance en difficulté, en ouvrant tout un nouvel univers de protection aux Congolais. Cette caisse va également contribuer à une meilleure lisibilité, à une meilleure harmonisation de la stratégie nationale en matière de sécurité sociale, en établissant, en ce domaine, un modèle social congolais unique en son genre. La Caisse de la famille et de l'enfance en difficulté gérera les prestations de la branche famille antérieurement octroyées par les différents régimes existants. Il en ressort que les ressources de la branche famille, gérées auparavant par la Caisse nationale de sécurité sociale, au profit des travailleurs relevant du Code du travail, les prestations dites de famille, gérées par la Caisse de retraite des fonctionnaires et allouées aux agents de l'État, sont désormais regroupées et gérées par un organisme public unique de sécurité sociale. L'actif de la Caisse de retraite des fonctionnaires et de la Caisse nationale de sécurité sociale relevant de l'action socio-familiale est repris par la Caisse de la famille et de l'enfance en difficulté. À terme, le personnel de la Caisse de retraite des fonctionnaires et de la Caisse nationale de sécurité sociale exerçant dans l'action socio-familiale sera reversé dans le nouvel organisme chargé de gérer le régime de la famille et de l'enfance en difficulté. Dans l'esprit et la lettre du projet de loi qui nous occupe, le personnel ainsi visé conserve ses droits acquis, tant en ce qui concerne le traitement que l'ancienneté. Dans le souci constant de favoriser l'esprit de dialogue social, sous-tendu par le contrat social congolais, le gouvernement a cru nécessaire d'aménager, dans le cadre d'une gouvernance collégiale, un organe de participation sociale permettant aux bénéficiaires des prestations de donner leur avis sur l'organisation et le fonctionnement de la dite caisse. Pour ce qui concerne le projet
de loi instituant le régime d'assurance maladie universelle, on se rappellera que le président de la République avait cru nécessaire de retenir dans le chemin d'avenir la nécessité de refonder la sécurité sociale pour faire en sorte qu'elle profite désormais à tous, notamment dans les circonstances de la maladie et de la perte de revenus principale. En raison des coûts des actes et des médicaments parfois difficiles à couvrir individuellement, l'objectif majeur ici est de rendre solvable, grâce à ce régime d'assurance maladie universelle, la demande de soins de santé sur la totalité du territoire national à travers la prise en charge du patient par un mécanisme de mutualisation des risques et des ressources. C'est sur ces fondements politiques, c'est sur ces fondements juridiques qu'il est créé le régime d'assurance maladie universelle comme catégorie de la sécurité sociale. Ces deux projets de loi ont reçu l'approbation du Conseil des ministres. Le président de la République en est venu à donner la parole à Madame Yvonne Adélaïde Mungani, ministre des Petites, Moyennes Entreprises et de l'Artisanat. La mise en place d'un environnement incitatif et favorable à l'épanouissement des petites et moyennes entreprises performantes et dynamiques avait été à la base de la loi du 31 juillet 1986, instituant des mesures propres à promouvoir des petites et moyennes entreprises en République du Congo. À l'aune des mutations conjoncturelles intervenues dans notre pays, aussi bien au niveau politique que législatif, couplées à la nouvelle organisation du modèle économique national, il s'est révélé essentiel d'actualiser la démarche et le contenu de ce texte, devenu quelque peu obsolète en certaines de ses dispositions. Aussi, Madame la ministre, Yvonne Adélaïde Mungani, a-t-elle présenté en Conseil des ministres le projet de loi portant mesures de promotion et de développement des très petites et moyennes entreprises. Il est de la sorte, pour l'essentiel, la transcription au plan juridique de la politique nationale de développement des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat adoptée par le gouvernement en 2010. Il s'agit bien de répondre à la nécessité pour ce secteur de contribuer à la modernisation de notre gouvernance économique, de contribuer à la consolidation, de contribuer à la diversification de notre économie et de contribuer enfin à l'augmentation de nos capacités productives. Outre la suppression des dispositions se référant au cadre légal ou à l'ordre ancien de l'économie planifiée, l'actualisation de cette loi capitalise les évolutions récentes en matière d'engagements internationaux souscrits par notre pays, dans le cadre aussi bien de l'Organisation mondiale du commerce, de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, que des traités et conventions des communautés économiques régionales et les accords avec les partenaires au développement, sans oublier le recours au partenariat public-privé. Les actions, les mécanismes, les dispositifs du texte actuel visent de ce fait à promouvoir un secteur des très petites
petites et moyennes entreprises capables d'accroître sa contribution à la création de richesses nationales, à la création d'emplois ou bien à la lutte contre la pauvreté. Le projet de loi portant mesures de promotion et de développement des très petites et moyennes entreprises a été adopté par le Conseil des ministres. Prenant la parole à son tour, sur invitation du Président de la République, M. Martin Parfait Aimé Koussou Mavungu, ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, chargé de la Marine marchande, a porté à l'attention du Conseil des ministres un projet de décret portant approbation des statuts du guichet unique des opérations transfrontalières. Il s'agit, en l'espèce, de la première application de la loi du 19 juillet 2013 portant création du guichet unique des opérations transfrontalières. La création de ce guichet unique répondait déjà à la nécessité de faciliter et de promouvoir nos échanges commerciaux avec l'extérieur. L'objectif visé était bien d'accroître l'attractivité de l'économie congolaise en la rendant on ne peut plus compétitive par le biais de la réduction des coûts de transport ou des délais de passage des marchandises aux frontières. Il en résultera une augmentation des recettes douanières et fiscales. Le guichet unique des opérations transfrontalières est un établissement public, industriel et commercial, administré par un conseil d'administration et géré par une direction générale. Les statuts ainsi libellés fixent l'organisation et le fonctionnement de cet établissement, ainsi que les questions se rapportant à son objet, à la tutelle, aux ressources et au contrôle auquel cette structure est soumise. Le projet de décret portant approbation des statuts du guichet unique des opérations transfrontalières a été approuvé par le Conseil des ministres. Madame Claudine Munari, ministre du Commerce et des Approvisionnements, a sollicité l'attention du Conseil des ministres sur le projet de décret portant approbation des statuts du Centre congolais du commerce extérieur. Le Centre congolais du commerce extérieur, établissement public à caractère administratif, sera chargé de promouvoir les exportations congolaises. Ces statuts, initiés en application de la loi du 30 décembre 2005, fixent les missions, l'organisation et le fonctionnement du Centre congolais du commerce extérieur, ainsi que les contrôles auxquels il est soumis. Le Conseil des ministres a adopté le décret portant approbation des statuts du Centre congolais du commerce extérieur. Le ministre à la présidence, chargé de l'aménagement du territoire et de la délégation générale des grands travaux, M. Jean-Jacques Bouya, a été invité par le président de la République à prendre la parole pour présenter au Conseil des ministres l'essentiel de la première communication inscrite à l'ordre du jour. Il en ressort qu'il se tiendra à Brazzaville les 6 et 7 février 2014 un forum d'affaires et d'investissement dénommé BULT Africa, consacré à la problématique des infrastructures en Afrique. En effet, ces 10 dernières années, l'Afrique s'est positionnée comme une deuxième zone de croissance mondiale et donc d'attraction en matière d'investissement. Cependant, le déficit d'infrastructures ne permet pas au continent d'être compétitif dans l'économie mondiale.
occasionnant ainsi des pertes de productivité de l'ordre de 40%. Pour répondre aux énormes défis de financement, d'infrastructures indispensables au développement de l'Afrique et donc du Congo, le gouvernement entend s'engager résolument dans un processus de mobilisation de partenaires financiers et de dynamisation des acteurs africains afin de relever les défis de l'émergence économique. En organisant ce forum, notre pays entend profiter de cette opportunité inédite au moment où il s'est engagé dans l'œuvre de construction de plusieurs infrastructures. À titre d'exemple, la pose de la première pierre du complexe sportif de Kintele ce mardi 4 février 2014 et l'inauguration du second module de l'aéroport international de Maya-Maya le 5 février prochain par le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Il s'agit, en cette occasion, de positionner le Congo en qualité de plateforme d'échange en vue de la relance d'une réflexion novatrice en matière de financement des infrastructures dans le cadre, par exemple, des partenariats publics-privés. Le forum Build Africa, qui accueillera à Brazzaville, au total, près de 600 participants étrangers et nationaux. Par exemple, l'ancien président mexicain, M. Vicente Fox, par exemple, l'ancien président sénégalais, M. Abdoulaye Wade, sera placé sous le haut patronage de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, M. Léon Alfred Opimba, a été appelé à présenter la deuxième communication à l'attention du Conseil des ministres. Cette communication porte pour l'essentiel sur le rapport d'étape relatif à la préparation des 11e Jeux africains de Brazzaville en 2015. L'organisation des 11e Jeux africains a été confiée à la République du Congo le 3 septembre 2011 à l'occasion de l'Assemblée générale du Conseil supérieur du sport en Afrique tenue à Maputo au Mozambique. L'engagement pris par le gouvernement congolais devant la communauté sportive africaine répond de la sorte à un objectif majeur. Renforcer la visibilité et la crédibilité de notre pays à travers cette grande compétition panafricaine qui mobilise aussi bien la jeunesse africaine que la communauté internationale. Doter Brazzaville en infrastructures modernes, prendre un nouveau départ sur le plan technique grâce à une préparation adéquate de nos athlètes et enfin célébrer à Brazzaville le cinquantenaire des Jeux africains, dont les premiers ont été organisés dans cette même ville du 18 au 25 juillet 1965 dans un contexte historique d'affirmation des indépendances africaines, de lutte anticoloniale et d'affirmation de notre place dans le concert des nations. C'est en prenant appui sur cette base historique que le gouvernement a assigné à Brazzaville 2015 un objectif important dans la relance du sport dans notre pays, posant de la sorte les bases sûres de l'émergence sportive nationale. Ce rapport d'étape met en évidence les activités menées à ce jour sur le triple plan de la préparation administrative, infrastructurelle et technique de nos athlètes. Il met en lumière les principaux défis qui restent à relever en vue de garantir une préparation efficiente et des résultats probants pour nos athlètes. Au plan des infrastructures, il a été noté que les activités liées à la mise à disposition des infrastructures modernes, homologuées par les instances sportives internationales, se mènent
conformément aux prescriptions du cahier des charges. Les constructions en cours retiennent un stade de football de 60 000 places avec une piste olympique, des annexes omnisports, des terrains de sport en plein air pour ce qui concerne le basketball, le handball, le volleyball, le tennis ou le beach volley, un palais des sports de 10 000 places, un village des jeux de 8 000 lits, un complexe nautique avec 2 piscines, un centre administratif avec 2 restaurants, un centre de presse, un centre médical, une salle d'exposition, un hôtel de 120 lits. Les infrastructures à réhabiliter concernent essentiellement le complexe sportif Alphonse Massamba-Déba, le gymnase de Wenzé, le stade Saint-Michel-d'Ornano, le centre sportif universitaire de Makelekele, les plateformes sportives de l'Institut national de la jeunesse et des sports, les plateformes sportives des lycées. Au plan de la préparation des athlètes, l'objectif visé est celui, bien entendu, de remporter un maximum de médailles. Après échange de vues sur cette question, le président de la République a une nouvelle fois relevé la nécessité de réussir les Jeux africains en appelant pour cela à une implication de tous et de toutes. Enfin, le ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains, Maître Aimé Emmanuel Yoka, a exposé au Conseil des ministres la 3e communication portant sur la gouvernance pénitentiaire. Il en ressort que le pouvoir judiciaire, qui constitue l'un des piliers de l'état de droit dans notre pays, doit sans cesse bénéficier de la plus grande attention des pouvoirs publics en vue de jouer pleinement son rôle de garant de la paix sociale et des libertés fondamentales. En ce sens, il y a été soulevé l'intérêt pour notre pays de poursuivre des efforts déjà engagés visant à l'amélioration de notre offre en équipement pénitentiaire. Répondant à l'appel de son histoire, ancrée dans l'universalité, la consolidation de nos structures pénitentiaires est une préoccupation constante du gouvernement. Commencée à 10 h, la réunion du Conseil des ministres de ce lundi 3 février 2014 a pris fin à 15 h 30.